Vincent Nouzy, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. journaliste d'investigation et vous publiez « Erreur fatale, comment nos présidents ont failli face au terrorisme » chez Fayard. Alors dans ce livre, vous revenez sur ce qu'on appelle les assassinats ciblés que vous aviez révélés en 2015. C'est vous qui les avez révélés dans votre précédent livre « Les tueurs de la République ». De fait, François Hollande en a confirmé au moins 4 de ces assassinats ciblés dans un livre avec les 2 journalistes du Monde. Et alors dans ce livre, vous dites qu'il n'y en a pas 4, il y en a au moins 40. D'abord, de quoi parle-t-on exactement, Vincent Nouzy? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi exactement ces assassinats ciblés contre des djihadistes? Ce sont des exécutions qui sont décidées par le président de la République, le chef des armées, et qui visent des chefs terroristes ou des ennemis présumés de la France. Quand je dis ennemis présumés, ça peut être des sous-fifres des groupes djihadistes, mais qui ont quand même des intentions nuisibles à nos égards. Et puis ça peut être aussi, depuis peu, des djihadistes français qui ont rejoint par exemple l'État islamique, Qui ont un passeport français, et que l'on va cibler délibérément. Ça a été le cas notamment en 2015. On a commencé à cibler délibérément des djihadistes français pour les empêcher de nous attaquer. Et on a, en l'occurrence, raté un certain nombre de cibles. Donc, à l'Élysée, dans son bureau, il signe la liste. Alors, il ne signe pas. D'accord. On n'est pas aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un executive order, c'est-à-dire une forme d'acte écrit par le président qui, tous les mardis soirs, en ce qui concernait Obama, signait la liste, ce qu'on appelle la kill list, la liste des gens à éliminer, avec des drones, avec des frappes télécommandées. En France, on n'est pas exactement comme ça, puisqu'on n'a pas ce côté formel. C'est de manière solitaire, le président, de manière arbitraire, décide, approuve un certain nombre d'opérations qui peuvent être menées soit par nos services secrets de manière clandestine, la DGSE, soit par les états-majors des armées de manière plus visible, avec un uniforme. Quand c'est la DGSE, on ne signe pas, on ne dit pas que c'est la France. Lorsque c'est les états-majors militaires, c'est davantage signé. Ça peut être des bombes larguées par nos chasseurs, ou alors des commandos au sol qui vont pour traquer une personne. Ils peuvent même avoir des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier de manière précise les cibles et ensuite passer à l'action. Sauf que, comme dans les séries américaines, vous racontez que parfois il y a des dommages collatéraux. Vous racontez au Mali, il y a eu le fils d'un djihadiste de 10 ans qui a été... Je vous raconte aussi un raid de la DGSE en Somalie qui était censé pour sauver un agent de la DGSE qui avait été retenu en otage par des djihadistes somaliens. Et lors de ce raid, il y a eu des dommages collatéraux de civils qui ont été tués pendant ce raid. Il y a eu aussi évidemment des agents français qui ont été tués, des commandos, mais des victimes civiles. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas très racontées. Sur le plan juridique, est-ce que le président a le droit de faire ça? Est-ce que c'est légal? Lorsqu'on est dans une cas d'une guerre déclarée, avec un aval, ce qui est le cas au Mali, ce qui est le cas en Irak, ou dans le cadre d'une légitime défense, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, on peut déclarer qu'on a été attaqué et qu'on a le droit de répliquer. C'est ce qu'ont fait les États-Unis après les attentats du 11 septembre, c'est ce que nous avons fait en Syrie et en Irak après le 13 novembre 2015, après les attentats. Mais il y a une forme de flou juridique parce que l'État islamique n'est pas un vrai État, donc on n'est pas en guerre contre un État. Donc il y a un flou, d'une part. Et puis en Syrie, on intervient sans que personne nous ait demandé d'intervenir, en quelque sorte, puisque ce n'est pas les Syriens qui nous ont demandé d'intervenir. Donc il y a un flou, c'est pour ça que les états-majors rechignent à avouer publiquement qu'ils font des frappes nominatives. Donc ils préfèrent dire on cible des camps d'entraînement, des objectifs logistiques. Donc il y a une espèce de flou un peu... Et vous dites les juges considèrent que François Hollande a rétabli finalement la peine de mort à l'étranger. Voilà, parce que dans certains cas... et en plus, sans jugement, hein, on décide de tuer des gens qui ont le passeport français parce qu'on les soupçonne comme étant des actes djihadistes. Pouvant commettre des djihadistes. Donc on est dans la frappe éventuellement préventive. Donc là, on est dans une exécution extrajudiciaire et un certain nombre de juges qui peuvent enquêter sur des attentats ou des Français qui ont pu être tués à l'étranger. C'est le cas, par exemple, des 2 journalistes de RFI, souvenez-vous, qui ont été tués à Kidal en novembre 2013. Eh bien, les juges travaillent pour essayer de retrouver les commanditaires, et pourquoi pas. Et de l'un autre côté, les militaires, eux, ont exécuté un certain nombre de commanditaires ou d'assassins présumés de ces 2 journalistes. Donc, pourquoi l'a-t-on fait par vengeance? On le fait par vengeance. On le fait parce que systématiquement... Mais alors il faut le dire, si on le fait par vengeance, on ne se venge pas dans son coin. Il faut en faire la publicité. Il y a une forme de communication, parfois de communiqués militaires pour dire on a eu tel chef djihadiste ou on a ciblé tel chef parce qu'il était jugé justement responsable d'un attentat, d'une prise d'otage, de la mort d'un otage français par exemple. C'était le cas. Il y a eu un peu de communication. Parce qu'en fait, François Hollande, il veut communiquer là-dessus.
Il veut montrer qu'il est un chef de guerre. Il veut montrer qu'il a... Attendez, vous révélez même le surnom qu'on lui donne, François Hollande, à l'Élysée, c'est François Homeland. Oui, alors, ça a été rapporté d'ailleurs par un des journalistes politiques du Monde qui s'appelle David Revaud-Dallon dans un précédent livre, où il parlait de cette expression que je trouvais très drôle. François Hollande, c'est le côté un peu sécuritaire. Homeland, c'est vis-à-vis de la série américaine où les Américains vont faire des représailles. Ça montre bien un François Hollande qui cherche à se bâtir. Pourquoi il aime ça, oui. Alors, oui, pardon, il aime ça. Il a un côté froid, il a un côté implacable, il a un côté sans affect par rapport à ce type de décision. Dans les confidences qu'il a fait à Gérard Davet... C'est pas l'image qu'on en a, un président implacable et sans Justement, empathie. il veut corriger cette image de mollesse qu'il a eue pendant tout son septennat et d'indécision dans son quinquennat, avec cette image de dur. Il veut passer dans l'histoire pour un chef de guerre implacable, quelqu'un qui a tenu bon, même qui a contre-attaqué. Et il l'a dit publiquement. Toute attaque contre nous donnera lieu à une réplique. On est bien dans la vengeance. Et c'est pour ça, selon vous, qu'il a révélé aux journalistes. Parce que beaucoup lui reprochent, mais pourquoi vous êtes allé le raconter, cette histoire, aux journalistes du Monde? Je pense parce que c'est qu'il voulait s'en servir politiquement en cas de campagne pour une éventuelle réélection. Il veut aussi passer dans l'histoire pour quelqu'un qui a, au moins sur ce front-là, tenu bon. Et c'est pour ça qu'il a fait ses confidences à ces deux journalistes. Et moi, je vais plus loin en disant, non seulement il n'en a pas fait 4, mais beaucoup plus que ça. Oui, 40. Et moi, je pense, et ce que j'écris, c'est qu'on est à la limite de l'exercice et qu'on est même, peut-être, on a franchi un certain nombre de lignes jaunes. Pourquoi à la limite de l'exercice? Les Français, il y avait eu des sondages qui valent ce qu'ils valent parce qu'ils ont été faits auprès d'internautes, mais qui montraient à 91%, alors c'est pas des vrais sondages, mais qui étaient largement en faveur, les internautes, on s'apercevait, de ces attaques ciblées contre les terroristes à l'étranger. Bien sûr, mais il y a la question du droit. De la légalité. Évidemment, tout le monde pense ça légitime d'aller tuer des djihadistes. Au fond, ils sont venus massacrer les enfants donc c'est normal, bien sûr. Mais ça ne doit pas, en démocratie, la question de savoir quelles armes on utilise contre nos ennemis, est-ce qu'on utilise les mêmes? C'est une bonne question. La deuxième, c'est est-ce que si on a une enquête judiciaire, toutes ces personnes sont poursuivies par la justice française, est-ce qu'on est en droit de les éliminer d'un autre côté? Entre la logique judiciaire et la logique militaire, visiblement, François Hollande a choisi la surenchère militaire. Voilà. Et pourtant, hier, Manuel Valls a été interrogé sur vos révélations lors de l'émission politique. Il est très embarrassé, vous allez le voir. Il ne nie pas, mais il ne répond pas vraiment. On écoute l'ancien Premier ministre. Ce sont des décisions difficiles. Ce sont des décisions qui appartiennent au président de la République. Et donc, moi, je ne commande pas ces sujets-là. Ce qui est de l'ordre du secret doit rester du secret. Nous sommes en guerre et la France doit être capable... Ça ne vous choque pas? La France est en guerre. Moi, je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire, mais je sais que la responsabilité du chef de l'État, c'est de tout faire pour protéger les Français. Ah, il a l'air de dire que François Hollande aurait dû garder ça secret. D'ailleurs, c'est secret défense, ces exécutions. Secret défense, confidentiel défense. Il a l'air de reprocher au président d'avoir trop parlé. Et quelque part, il veut se démarquer de cet héritage-là. Certainement avoir une posture encore plus guerrière et encore plus secrète que le président actuel. Est-ce que c'est efficace, au moins? Est-ce qu'on se débarrasse de gens dangereux et ça nous évite d'avoir des attentats en France? C'est la grande question, parce que quand on regarde ce qu'ont fait les Américains, avec plus de 3000 personnes qui ont été éliminées par des assassinats ciblés depuis 2001... Ah oui, nous c'est 40, eux c'est plus de 3000. Eux c'est plus de 3000. Est-ce que ça a éradiqué le terrorisme? Est-ce que ça a affaibli les talibans? Est-ce que ça a, dans le fond, éradiqué Al-Qaïda ou même Daesh? La réponse est non. Donc la question de cette victoire symbolique militaire qui consiste à tuer des chefs, ça fait plaisir, ça désorganise l'ennemi. Mais est-ce que c'est suffisant pour gagner une guerre? La réponse est non. Est-ce que c'est suffisant pour gagner une paix, pour trouver des solutions dans la paix au Mali, en Syrie, en Irak? La réponse est non aussi. Donc cette surenchère militaire peut masquer, dans le fond, une absence totale de diplomatie et de politique en matière d'antiterrorisme, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Nouzy. Donc toutes ces révélations que vous faites dans ce livre. Il y a aussi vous parlez aussi beaucoup des failles de la sécurité des services secrets, des services secrets intérieurs sur les enquêtes des frères Kouachi, Koulibaly, voilà. Et Mohamed Merah. Voilà, erreur fatale, comment nos présidents ont failli face au terrorisme chez Fayard. Merci Vincent Nouzy. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint, premier grand oral hier pour Manuel Valls dans l'émission politique de France 2. Quelles sont ses chances face à un Emmanuel Macron qui le devance nettement dans les sondages? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron décolle, Valls piétine.